minha vida é assim, a gente tem que ter amizades no mundo. Et voilà, il faut qu'on ait des amitiés dans le monde. Temos que ter amizades no mundo. Às vezes apanhamos amizades falsas, mas pronto. A gente aqui, graças a Deus, tem sido uma amizade verdadeira, não é amizade má. Des fois, elle dit on a des amitiés qui sont néfastes ou qui sont fausses. Et là, elle dit, heureusement, jusqu'à aujourd'hui, c'est une vraie amitié. É mentira. É vida. Vida traz tudo. Está bem bom. Est-ce que tu veux qu'on commence par cette question préliminaire que tu m'as posée, qui est peut-être intéressante, ou est-ce qu'on d'abord on réagit par rapport aux séquences et qu'on te laisse... Peut-être d'abord la vidéo. Allez, d'abord la vidéo, très bien. C'est encore très chaud dans les esprits. Ouais. Oui, donc merci aussi pour l'invitation. Il m'a contacté depuis un certain temps et au début, j'ai tout de suite vu la puissance un peu émotionnelle du film et après j'ai un peu laissé tomber l'idée et puis tu as insisté pour dire bon alors est-ce que tu veux venir ou non, donc je m'y suis remis et puis j'ai essayé de travailler un peu sur l'idée de nature et culture, mais donc sur les deux séquences que j'ai choisies, dans la première bien sûr j'ai oublié le nom de la dame, Marie-Adeline. Voilà, et j'ai trouvé que ça c'est une séquence d'émotion pure et c'est peut-être représentatif de l'impact du film. Enfin, quand on le regarde, on le prend un peu comme ça, et il y a d'abord, après la curiosité, tiens, ce type-là, qu'est-ce qu'il va faire aux Açores, il y a d'abord une puissance d'émotion, et cette séquence-là en fait évidemment partie. On ne sait pas quelle est son histoire à cette dame-là, mais on voit qu'elle a un point de vue sur l'amitié vraie, qui vient de ce qu'elle a vécu, et on sent qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui a été construit en peu de temps, je ne sais pas, 3-4 ans, entre lui et les gens autour de cette communauté-là. Donc la manière dont il a été accepté, pas par tout le monde, après en discutant, c'est bien sûr pas, c'est pas un ange, il y a d'autres personnes qui ont un autre avis, mais il a su construire avec beaucoup de gens de l'île une relation aussi intense, et ça c'est très fort. Donc l'émotion là, et dans l'histoire du canard, j'ai aussi trouvé que c'était d'une part très courageux de l'avoir laissé. Je me doute bien qu'il y a beaucoup de rush dans un montage de film, et donc ils ont gardé ça, une séquence qui dure 1 minute 30. Et donc bravo,
pour le courage, parce qu'on pourrait se dire ça casse un peu l'image d'un type que tout le monde aime et qui n'a que des qualités. Donc tiens, là, il nous fait un coup comme ça. Mais ce qui est intéressant, donc, de mon point de vue, c'est un peu dans ce colloque, à certains moments, on a laissé glisser le mot de spiritualité. Pas longtemps, une fois avec Olivier, une fois par-ci, par-là, mais dans cette séquence-là, moi, je vois quelque chose de spirituel. Parce que la manière dont il touche le canard, surtout jusqu'à la fin, en fait, il y a une espèce une histoire de soin, il y a une façon de ne pas trancher des têtes les unes après les autres et de faire les choses à la chaîne, mais de prendre le temps, à la limite, de se rendre compte de ce qu'on fait. On ôte une vie, on a fait un choix de vivre en autonomie alimentaire d'une certaine manière, et on assume ce choix, contrairement à sans doute certains rêveurs des villes qui ont une image un peu irénique de la nature, tout serait beau et idéal. Et non, effectivement, si on décide de vivre de cette manière-là, il faut peut-être aussi sacrifier des vies animales, mais avec tout le respect qu'il aurait dû. C'est-à-dire en étant un petit peu plus conscient que la moyenne des gens de notre relation perdue avec le vivant. Voilà un peu sur les deux séquences. Tout à fait ça, effectivement. C'est que ça me rappelle complètement, parce que hier, donc Tony Casalang n'a pas pu venir, mais il avait choisi le canard. D'accord. Et finalement, il a presque décrit avec des mots qui rappellent les tiens. La spiritualité a été un peu évoquée aujourd'hui, mais elle a été plutôt évoquée vendredi, en première partie. Et c'est vrai que c'est vraiment, c'est quasiment ces mots à lui pour décrire cette séquence-là que j'ai retranscrit. Et du coup, peut-être que ça fait le lien pour ta question, notamment tout à l'heure, préliminaire que tu m'as fait avant que ça commence. Oui. Parce que finalement, ce que tu disais sur le courage de Guy, moi j'ai pas de courage, enfin si, il faut du courage pour tuer un canard. C'est pas agréable. Donc c'est une séquence du film, mais aussi qu'il y a d'ailleurs, ça je t'ai dit quand tu m'as dit, tiens, je t'ai dit elle a déjà été choisie, mais c'est pas grave parce que c'est logique, il y a beaucoup de réactions qu'on a eues sur ça. Donc autant qu'on l'aborde par deux biais différents, Tony hier, mais qui peut être là, et toi, c'est vrai que c'est pas facile de tuer, mais moi, très profondément, quand j'arrache une herbe, je retire la vie aussi à quelque chose. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence entre un canard. Quand je coupe un arbre, en ce moment, j'en coupe beaucoup parce qu'il faut que j'aménage. Surtout quand c'est un bel arbre, évidemment, c'est pas bête, mais du coup, on a presque une prière chamanique pour dire désolé, il faut que je le fasse. J'ai une raison pour le faire. C'est pas gratuit, c'est pas juste par plaisir. Je dois le faire, mais c'est presque une prière au dieu des arbres, au dieu des canards pour dire ne m'en veux pas, je retire la vie, mais il y a une utilité. Ça va moi ou me chauffer pour le bois, ou nourrir mes chèvres pour les feuilles des arbres que je coupe, ou me nourrir moi, ou nourrir mes amis. En l'occurrence, je tue un canard plutôt pour les gens qui allaient venir. Donc effectivement, c'est pas facile à faire, mais quand on veut aller au bout des choses, eh ben, il faut assumer ses choix de vie. Donc même si c'est pas facile, il y a de la technique, il y a une approche. J'ai appris petit à petit à les tuer du mieux que je pouvais. Et en l'occurrence, les gestes dont on me rend bien compte qu'ils peuvent avoir une dimension spirituelle et qu'en plus, la manière de Guy de le filmer, qui prend le temps de laisser tout se passer, toutes les étapes. Guy, c'est ce qui répondait aussi aux gens qui disaient ah, mais le canard, c'est dommage. Souvent d'ailleurs, les gens coupaient la nature disaient ah, j'ai tout aimé le film, sauf quand vous tuez le poulet. Alors, on dit ok, il y a des gens qui savent plus ce que c'est qu'un poulet ou un canard. Mais surtout, Guy leur répondait souvent, je crois. Mais si j'avais voulu juste créer du choc, comme ce qu'il y a souvent dans les trucs pathogènes dont parlait Olivier tout à l'heure, on mettrait 2 canards où ça durait 5 secondes pour créer un choc et c'est tout. C'est pas le choc qu'il a voulu prendre, c'est aussi ce que je parle dans la fable d'hier et peut-être m'a fait Zoli aussi vendredi soir, c'est le rapport à la mort. Donc ça donne toute la dimension spirituelle. En tout cas, pour dire qu'effectivement, il y a tous ces ingrédients différents de courage dans la séquence que tu as choisie. Et tu me demandais tout à l'heure, au fond, pourquoi je t'ai invité. Oui. Et moi, je parlais aussi de courage. C'est que je disais qu'en fait, moi, ce qui m'a plu dans ta démarche, quand je t'ai entendu parler, d'une part, j'ai senti une grande humanité, tout de suite, alors que c'était un entretien plutôt scientifique sur le climat, et qu'il avait aussi le courage sur une thématique comme le climat, qui en ce moment est l'espèce de... On a le Covid, maintenant, c'est presque le climat qui devient, ou les guerres, ou Israël, qui deviennent les endroits où ça peut frictionner le plus. Et je trouvais qu'avec beaucoup d'humanité, et aussi la raison que tu expliquais pourquoi tu en étais venu là, moi ça m'a beaucoup plu. Et je trouvais justement que, peut-être comme je te disais tout à l'heure, que si moi j'essaie peut-être un peu à travers différents
disciplines comme le yoga, les arts martiaux, les claquettes, le chant, la danse, et après le rapport à la nature, à l'agriculture et à mon voisinage, si j'essaie de faire du bien aux gens et à moi en même temps, toi, j'ai senti dans ta démarche, dans le livre que tu as écrit et dans la manière dont tu en parlais, qu'il y avait aussi cette humanité. Et donc je me suis dit, tiens, comme professeur, ce gars-là doit être formidable, et même si son terrain d'étude est un peu différent, d'ailleurs peut-être qu'on va aussi commencer par dire d'où tu viens et qui tu fais, ce que tu fais, j'ai eu envie de t'inviter pour ces raisons-là, en fait. D'accord. Pour ton courage. Ouais, merci, merci. C'est vrai que c'est une prise de risque aussi, quelque part. J'ai eu des collègues qui m'ont demandé, mais est-ce que tu n'es pas en train de dénigrer la science? C'est-à-dire de mettre un coup de poignard dans le dos de tes collègues scientifiques, hein, et donc j'ai pris du temps aussi avec certains d'aller prendre un café et d'aller expliquer un petit peu la démarche. D'ailleurs, avec je suis venu avec un gros paquet de publications scientifiques de Nature et Climate Journal et tout ça, pour lui montrer qu'on peut très bien avoir un discours critique par rapport à la doxa climatique, tout en étant complètement scientifique. Et que c'est plutôt les gens qui ne se posent pas de questions qui devraient commencer à s'en poser. Mais donc pour mon background, effectivement, je suis plutôt dans le domaine de la physique des particules élémentaires. Donc j'ai fait une thèse au CERN où on s'occupe des protons, on accélère des trucs et on regarde quel est le résultat. Donc on est assez loin de la thématique du climat, mais pas tant que ça, puisqu'au niveau des outils qu'on utilise dans cette discipline, on utilise massivement des outils de simulation informatique. Donc quand on monte une expérience au CERN, hein, c'est des tailles du détecteur qui sont grands comme des cathédrales, hein, c'est vraiment d'une complexité de malade. On doit réussir à simuler la totalité des instruments qu'on fabrique. Et c'est pour ça qu'il y a des armées de thésards et de doctorants qui travaillent sur des sous-parties de ces engins-là, avec de l'électronique partout, on travaille à la nanoseconde, des terabytes, enfin c'est un monde un peu de folie. Et donc on a intérêt d'abord à savoir simuler exactement la réponse attendue de toute cette complexité, et c'est-à-dire on fait une espèce de double numérique de l'expérience qui va avoir lieu lorsque tout sera construit. Donc on optimise, et puis voilà. Donc on sait faire des simulations, et on sait calculer surtout des domaines d'incertitude, des barres d'erreur, et on sait quantifier tout ça. Il y a une science, on va dire, de l'incertitude. Quand je suis venu dans les premiers papiers sur le climat, j'étais un petit peu atterré par la faiblesse, justement, méthodologique de cette discipline-là. Il y a des chercheurs qui sont plus ou moins conscients des défauts de leur travail et des lacunes et du fait qu'il va falloir étudier encore. Et c'est d'ailleurs plutôt la tonalité de ces papiers. Par contre, après, le GIEC, qui est l'instance politique qui parle du climat, il nous assène les vérités comme si c'était complètement démontré. Il n'y a plus rien à faire d'autre. Et dans 27 ans et demi, il y aura 14,2 degrés de plus à telle latitude. Quand je vois la manière, on va dire, arrogante dont se pavane cette communauté, en se retranchant un peu derrière le bureau politique du GIEC, je me dis qu'il y a un grave dysfonctionnement de la science la plus élémentaire. Ça ne fonctionne pas comme fonctionnent les autres disciplines scientifiques, avec des pairs qui ont toute l'attitude de critiquer. Là, on est dans un domaine un petit peu sectaire. On parlait un peu de secte tout à l'heure. Eh bien, il se trouve que disons, ça me désole de le dire, hein, mes collègues climatologues sont plutôt embarqués dans un travail sectaire plutôt que dans un travail scientifique avec la méthodologie reconnue de la science, c'est-à-dire discuter et remettre les hypothèses sur le tapis, calculer des incertitudes, et puis rester un petit peu modeste par rapport à ce qu'on sait et la vastitude de ce qu'on ignore, parce qu'on en est là en fait. Et du coup, effectivement, c'est ça, moi, qui m'a intéressé dans ta démarche. C'est pas tant le thème. Vous comprenez bien que finalement, quand on invite d'anthropologues, des biologistes, des physiciens, des praticiens empiriques, non, comment des chercheurs empiriques, un sociologue ou un anthropologue, finalement, c'est la diversité de vos points de vue qui nous intéresse, pour ensuite, parce que comme c'est l'humanité en vous qui m'intéresse, et comme ce qu'on veut faire est, je pense, très humain, du coup, c'était votre point de vue à vous, après, ensuite, sur le film, sur les thématiques développées, sur ce rapport à la nature, que j'ai senti aussi très fort en toi, même quand tu as abordé cette thématique-là, tu parlais surtout aussi un petit peu de changement de paradigme, de regard, même là, dans ton petit retour sur le canard, on sent bien qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une prise de conscience, d'un éloignement de la société actuelle par rapport à la nature et par rapport à plein de choses. Donc c'est ça qui m'intéresse, pour avoir maintenant bien développer plus ton point de vue justement sur
Oui. sur les thématiques du colloque. Oui, alors il y a nature, culture, quête de science, hein, toutes ces choses-là. Et alors, je ne vais pas faire la promotion de mon livre, mais je voudrais faire la promotion d'un autre livre. Donc, si la technique peut zoomer sur cet objet-là, on le verra dans les vidéos, je suppose. Oui, oui. Donc, il s'agit d'un ouvrage, c'est chez Odile Jacob, hein, donc on est chez des éditeurs très sérieux. C'est bon? Et donc, il s'agit d'un néologisme de Pierre Gilbert, qui est un scientifique, hein, un biologiste, sur le géomimétisme. Alors, ça demande un petit peu d'explication. Tout le monde connaît certainement le biomimétisme ordinaire. C'est la science des matériaux, des ingénieurs qui essaient de copier la nature, la force d'une toile d'araignée, faire la même chose avec du carbone, ou bien la force des alvéoles du corail pour faire de l'odontologie, etc. Ça, c'est le biomimétisme ordinaire. Mais là, on parle de géomimétisme, et il s'agit de commencer à chercher à soigner le climat. C'est le sous-titre, hein, soigner le climat grâce au vivant. Alors là, on apprend des choses à chaque page, hein, c'est vraiment un régal par rapport à toutes les voies que cette recherche ouvre sur le rôle des cétacés, des escargots, des vers de terre, des loups, des coyotes, et pas pour des raisons d'avoir des beaux posters, d'avoir quelques animaux de plus dans le paysage, sur le rôle fondamental que chacune de ces espèces joue dans non seulement l'équilibre global de la Terre, mais dans le climat de la Terre. Et là, on n'est plus du tout dans l'effet de serre, hein. On est dans carrément une nouvelle compréhension de l'impact qu'ont les humains, pas avec leur voiture, il y a aussi ça, bien sûr, mais ça c'est l'arbre qui cache un peu la forêt. Comme d'autres intervenants qu'on voit beaucoup sur Internet, qui sont un peu l'arbre qui cache la forêt, il y a beaucoup de choses à dire sur notre relation au vivant, la manière dont on traite l'océan, les forêts, les sols, l'agriculture, qui sont les acteurs numéro 1 du climat. Alors, tout en haut, il y a le soleil. Ça, c'est des choses que je calcule maintenant avec mes étudiants. On peut faire des calculs très simples sur la température attendue de la Terre. Vous prenez le soleil, la distance, et vous faites un peu de thermodynamique, et voilà. Dans le détail, après, il y a bien sûr l'effet de serre qui existe, dont on va dire la cause numéro 1, c'est la vapeur d'eau, et ça n'est pas le CO2. Et donc, il faut s'intéresser un petit peu plus au cycle de l'eau, l'hydrologie régénérative, et puis surtout les mécanismes en jeu des forêts. Les forêts, c'est pas juste de la déco. Quand tu auras plus de forêt, on sera tous morts. C'est aussi simple que ça. Et donc, dans ce bouquin-là, sur le géomimétisme, il y a, après chaque chapitre, toute une série d'actions qu'on peut entreprendre, et avec beaucoup moins de milliards que celles qui sont engagées dans la captation du CO2, dans l'électrification à outrance, ou même dans la géo-ingénierie, qui est une espèce d'outrance d'ingénieur encore pire que ça. Donc, lisez mon livre si vous voulez. Il est bien. Ça s'appelle comment déjà il y a une histoire de manipulation autour du climat, voilà, je ne l'ai plus en tête. C'est chez l'Artilleur. Édition de l'Artilleur. Édition de l'Artilleur. Donc, c'est de la confusion à la manipulation. Voilà, parce qu'il y a une confusion qui est entretenue et qui permet un certain nombre de manipulations qui n'ont pas lieu d'être. Et on va dire qu'il existe bien d'autres solutions pour commencer à penser la Terre. P-A-N. Hein, penser et pas simplement n'avoir en tête qu'un seul apparent ennemi, qui est ce gaz CO2, dont on pourrait parler longtemps, s'il vous plaît, hein, mais je veux dire, il faut s'ouvrir l'esprit, et ça, c'est un ouvrage qui ouvre sacrément l'esprit. Donc c'est effectivement moi ça qui m'intéressait, c'est que j'ai senti qu'on soit, justement, et là je le redis, pour moi, s'il y a un message peut-être dans le film de Guy et de moi, c'est cette empathie, cette ouverture à l'autre, cette acceptation de l'autre inconditionnelle, qui fait qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on le respecte, on l'aime, on rentre en relation, on le touche, et on joue avec lui, on peut se battre avec lui s'il faut, mais en tout cas voilà. Et du coup, moi, plus que la thématique, ce que j'ai senti, ce qui m'a plu, c'est effectivement que tu revenais pour moi à l'essentiel, c'est sur ce rapport à la nature. On a essayé tout à l'heure de questionner Olivier sur un truc un peu plus profond, sur ce petit mécanisme de changement. Avec toi, ce qui m'a plu, c'est que j'ai senti dès l'entretien, ou les deux entretiens que j'ai vus de toi sur Internet, que tu pointais bien le doigt sur, au fond, on peut parler du CO2 ou pas,
on peut être pas d'accord ou pas, on peut avoir des études, des chiffres, etc. Mais ça n'est que la surface des choses. C'est notre rapport à la nature, à la terre. Il ne faut pas juste la pensée P-E-N, mais aussi la pensée P-A-N. Et c'est ça que j'avais envie, parce que moi, évidemment, dans le film, je pense que ça transparaît. L'autre retour qu'on a eu beaucoup, c'est le rapport aux animaux. C'était contradictoire, parce que des gens, évidemment, bloquaient sur le canard, la mort du canard, et en même temps, ils bloquaient aussi beaucoup sur les petits animaux mignons. Sur le chat que je caresse, sur le chien qui est toujours dans mes pattes, sur les chèvres et la naissance, etc. Donc, ils sentent bien que j'ai un rapport à la nature qui est pas habituel. Et j'ai senti dans toi ce que tu disais de très intéressant au niveau scientifique, que cet aspect scientifique n'excluait pas du tout, bien au contraire, une compréhension plus vaste des choses. Donc c'est là-dessus que j'avais envie, parce que, évidemment, je crois que dans les thématiques, je ne sais plus ce qu'il y a, mais il n'y a pas effectivement tradition, modernité, quête de sens, modèle culturel portugais, mais s'il n'y est pas, en tout cas c'est une erreur, mais en fait, effectivement, il y a l'homme dans la nature. Et c'est là-dessus que moi j'avais envie d'avoir justement ton avis pour peut-être que tu nous expliques un petit peu plus ce que tu viens juste de nous laisser entendre, qu'il y a plein de choses, de phénomènes extraordinaires qui pourraient avoir un impact sur notre vie et sur le climat et sur la Terre, et mais pour qu'on puisse avoir, enfin qu'il puisse y avoir cet impact, il faut qu'on change notre regard sur ce qui nous entoure. Oui, on va dire, on pourrait partir de la philosophie occidentale. Donc, dans nos arrière-pensées et dans notre inconscient, on va dire collectif, il y a la figure de Descartes, surtout nous comme Français, qui, alors on sait certaines choses que ce grand homme a écrit, il y en a d'autres qu'on ignore un peu plus, mais il est l'auteur de cette injonction de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Alors il faudrait se le répéter, hein, maître et possesseur de la nature, c'est un peu le programme qu'au début du XVIIe, il s'est un peu fixé à l'espèce humaine, parce qu'on était en train évidemment de commencer à développer des techniques qui n'existaient pas avant, on était en train de commencer à comprendre 2-3 choses sur le fonctionnement de l'œil, et donc lui, il s'y voyait tout de suite les humains, maîtres et possesseurs de la nature. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a été intégré dans nos inconscients, et on y croit plus ou moins fermement, qu'on est capable de régir la planète entière, surtout aujourd'hui, dans ce XXIe siècle, où on est fasciné par la technologie. Ça n'arrête pas, tous les jours, il y en a plus. Hein. Et donc, on pense vraiment être capable de réaliser ça, de forger et de forcer la nature à notre bon vouloir. Je crois que c'est une erreur totale. Hein. Quand on voit une pandémie comme le virus, le moindre virus, un petit peu virulent, hein, et puis on est tous dans nos cahutes, on voit bien que ça ne se fera pas, on va dire, de cette manière-là. Donc, c'est cette idée-là qui, à la limite, est même quelque chose, une espèce de reprise laïque de l'Ancien Testament, hein, croissez et multipliez. On sait bien aujourd'hui qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de croître, en tout cas au sens du PIB, et de nous multiplier. Alors ça, la nature s'en charge, hein, la démographie est heureusement déjà en train de lentement basculer, et je pense qu'à la fin du siècle, la démographie humaine globale aura commencé vraiment à baisser, et ça, on en aura pour des siècles. Donc tout à l'heure, Olivier Hamon, il nous demandait si on sortait du néolithique. Ce qui est certain, c'est qu'on va au moins sortir de cette phase de croissance un petit peu terrifiante de la population humaine, et on va redescendre, on va revenir à des niveaux beaucoup plus sustainable, comme on dit en anglais, hein, c'est-à-dire supportable par l'écosystème global. Parce que bien sûr, c'est pas seulement le fait qu'on est de plus en plus nombreux, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à vouloir vivre comme les Occidentaux et comme les Américains, avec une telle emprise sur la totalité du vivant, hein, que ce soit le végétal, l'animal, les océans, enfin, à un moment donné, il faut se rendre compte qu'on est dans une espèce de délire consumériste, alors qu'on nous dit que le seul problème, c'est le CO2, acheter une voiture électrique. Donc il y a un problème qui apparaît, on nous propose une solution technique, un peu comme l'anxiété, on nous propose des anxiolytiques, voilà, on dirait qu'il y a juste une espèce de réflexe comme ça, techno-solutionniste, alors que je suis persuadé qu'on a un problème plus profond, qui est de nature, alors certains disent anthropologie, why not, hein, on peut le dire comme ça. Je pense qu'on peut dire plus largement philosophique, parce que même si on ne fait pas de la philosophie au quotidien, c'est quand même ces concepts-là qui sont à la base de notre mentalité d'occidentaux. Et puis, en lisière de ça, spirituel, parce qu'il y a des gens qui hésiteront à parler de ça, parce qu'alors chacun a la sienne, et puis
le yin et le yang pour les autres, why not? Mais quelque part, on est quand même aux confins la quête de sens, c'est quand même quelque chose de spirituel. On ne peut pas dire que c'est juste la quête d'un bien-être matériel. La quête de sens, c'est une question spirituelle, c'est clair. Donc, si vous voulez, on peut parler du CO2, on peut parler du cycle de l'eau, du cycle du phosphore, de tout ce que vous voulez, de la physique des particules. Je préférais qu'on en reste, on va dire, à ce noyau-là, qu'a un peu esquissé Olivier. D'ailleurs, j'ai adoré sa manière un peu souriante aussi d'aborder le problème, et même positive. Personnellement, je suis assez souvent moins positif que ça, si je pense au futur. Mais ça m'a fait du bien, personnellement, de le voir et de l'entendre discourir, on va dire, avec une assise scientifique, mais avec beaucoup une forme d'empathie pour l'humanité et d'espérance aussi, hein, on peut dire comme ça. Et alors, du coup, justement, parce que moi je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement il ne faut pas juste, ce qu'on a évoqué avec Olivier, pas juste avoir des solutions où on coche les petites cases les unes après les autres, il faut changer le regard. Alors, et du coup, tu voulais justement nous partager un peu ta lecture du moment. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à changer de regard pour avoir un regard beaucoup plus complet et profond sur ça, sur ce que Bruno Latour appelait la couche de Gaïa dans laquelle on est enserré, qu'on est en relation. Effectivement, que si on se remet dans cette couche-là de vie très fragile à la surface de la Terre, ça prend une autre dimension. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Donc, effectivement, il y a la déconstruction de nos biais. On a évoqué juste avant, on l'a évoqué aussi vendredi soir avec, peut-être rapidement, mais en tout cas, moi qui connais un peu l'œuvre de Michel Fezoli, il en parle beaucoup de ça, cette déconstruction et du chaos qui peut arriver, etc., et de ce rapport à la nature et à la tradition et tout ça. Mais toi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour justement déconstruire ce monde donc moderne qui est en fin de course, et qu'est-ce qui pourrait nous amener, peut-être avec des exemples précis justement, d'avoir une vision différente? Oui, alors déjà il faut lire des livres qui sont peut-être un peu antinomiques par rapport à nos convictions. On a tous des convictions dans tous les domaines, et il faut avoir le courage d'en ouvrir de temps en temps qui ne vont pas tout à fait dans le sens de ce avec quoi on est déjà d'accord. Et c'est pour ça que j'écris aussi un livre un petit peu roboratif qui en titille certains par certains endroits, parce que je n'avais pas envie d'être dans un consensus trop mou. Celui-là, il est peut-être plus respectueux dans le ton, mais il est décapant dans le fond. C'est-à-dire qu'il nous fait comprendre que les grandes forêts de la Terre sont absolument vitales pour nous, hein, y compris les forêts d'Indonésie. Il y a une problématique différente entre l'Indonésie, le Congo et l'Amazonie, mais il y a des choses à comprendre sur notre voracité un petit peu invisible, hein, le fait qu'on ne réfléchit pas nécessairement à toutes les conséquences de ce qu'on fait à chaque moment. J'ai une fille qui a choisi le végétarisme, très bien, on a des discussions un peu scientifiques là-dessus, et je suis d'accord intellectuellement, sachant que 80% de la déforestation d'Amazonie, c'est pour l'élevage bovin, qui sera exporté, hein, c'est pas pour les gentils brésiliens, c'est de l'export, et de l'export pour nous. Donc notre manière de vivre ici, on pourrait pointer d'autres produits emblématiques, hein, c'est un impact direct sur des écosystèmes dont nous dépendons pour vivre. Donc effectivement, cette image, j'espère que tout le monde ici a déjà vu des images du globe vues par satellite. On voit très bien à quel point l'atmosphère elle-même est une petite peau de pomme, hein, par rapport à la taille du globe, hein, c'est 3 fois rien. Et la biosphère, même chose, hein, la biosphère encore plus fine, hein, c'est 3 km de profondeur. Et on vit là-dedans, dans ce tout petit espace en hauteur, et on est en train de le dévaster. Pas seulement parce qu'on a des voitures thermiques, mais parce qu'on traite les océans, les champs, les forêts, les grands poissons, d'une certaine manière, qui nous conduit à la catastrophe. Ce n'est pas le problème du réchauffement, ce n'est pas le problème numéro 1. Et de même que le CO2 n'est pas le levier numéro 1 sur lequel on pourrait agir. Donc je prends juste un exemple, par exemple, on va dire les baleines. Voilà, il y a les baleines, tout le monde aime un peu les baleines, mais à la limite... Pico, venez voir les baleines à Pico, c'est pile poil...
voilà, on les aime parce qu'on va dire on a un aimant du cœur, mais en fait, les baleines jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat. Et ça, c'est des choses qu'on apprend dans ce genre de livre. L'océan chauffe un petit peu depuis, on va dire, un siècle, pas forcément à cause du CO2. Moi, je prétends que c'est plutôt à cause de l'ozone stratosphérique, mais chacun, on pourrait venir avec des courbes hein, et des coefficients d'atténuation de différents rayonnements dans l'eau de mer. Hein. Ça se discute en physique. Donc, la conséquence de ce réchauffement de surface, c'est une stratification plus importante des eaux de mer. Les 400 premiers mètres qui sont éclairés et tout le reste qui ne l'est pas. Et donc, il y a une vie différente dans les 400 premiers mètres et une vie différente en bas. Et du coup, différence de salinité, différence au niveau de la densité de phytoplancton, etc. Les baleines, elles font quoi? Elles font des allers-retours permanents entre moins 3000 et 0. Et en faisant ça, elles vont aller chercher des nutriments qui n'existent que à moins 3000 et elles vont revenir en surface déféquer, hein, parce qu'il ne faut pas avoir peur de certaines choses hein, dans le fonctionnement de la nature. Il y a du phosphore et du calcium hein, dans toutes ces choses, et les baleines ramènent d'énormes quantités de nutriments qui n'y sont pas dans les couches supérieures, et ce faisant, elles nourrissent le phytoplancton qui, lui, absorbe du CO2. Et les phytoplanctons, d'une part, il absorbe du CO2 par photosynthèse, et deuxièmement, il nourrit les poissons qui, eux-mêmes, sont des acteurs de la pompe à carbone qui finit par faire tomber du carbone solide sur les planchers océaniques, qui va finir sous forme de carbonate de calcium, autrement dit, du carbone qui a disparu de l'atmosphère. Voilà un exemple, et il suffit, en fait, il faut se pencher un peu sur les mécanismes fins de la nature, que ce soit la simple feuille, ou le bison, ou le ver de terre. Les exemples abondent dans ce livre pour comprendre que les fonctionnements, on va dire, un peu fins de la nature sont des acteurs clés du climat. Il y a un département en France, dans le sud-ouest, je ne sais plus lequel, il y a la forêt du Perche, dans la demi-moitié du département, et dans l'autre moitié, il y a des cultures intensives, genre de la Beauce. Hein. Mais il y a 6 à 7 degrés de différence en moyenne entre les deux demi-moitiés du même département, avec les mêmes fleuves, etc. Simplement là, il y a une forêt, et là, il n'y a que de l'agriculture intensive. Et ce n'est pas 0,2 degrés par an dans 60 ans, c'est aujourd'hui. On sait très bien que, on va dire, la déforestation à très grande échelle est une catastrophe, on va dire, climatique, je peux dire au carré, qui n'a rien à voir avec la quantité de CO2 qu'il y a dans l'air. On pourrait presque oublier ça, il suffit de penser à ce qui se passe dans un désert. Il y a la même quantité de CO2 au-dessus d'un désert, la nuit il fait moins 40. Donc si le CO2 avait un tel pouvoir réchauffant, il n'y aurait pas des nuits à moins 40 dans le désert, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui se passe dans le désert, c'est qu'il manque d'eau. Et c'est l'eau, la vapeur d'eau, dans l'air, qui est le premier facteur d'effet de serre. C'est un facteur de plusieurs centaines. Ce n'est pas 2%, hein. C'est la vapeur d'eau. Et donc il faut s'intéresser un peu plus au cycle de l'eau. Il faut lire les ouvrages de Charlène Descolonges. Il y a plein de gens qui ont compris que le cycle hydrologique et le cycle du carbone sont intimement intriqués. Et que si on maltraite le cycle de l'eau, ce qu'on est en train de faire, en faisant reculer les forêts, en artificialisant des sols dans les villes et même dans les champs avec les grosses machines, eh bien on accélère le ruissellement, et accélérer le ruissellement, c'est faire monter le niveau de l'eau des mers. Ça on l'ignore aussi. Et c'est faire perdre des terres arables, etc. Donc on est responsable grandement de ce qui se passe, mais pas à l'endroit où la plupart des gens le croient. Et c'est la raison pour laquelle il faut lire des livres intelligents, pas larmoyants, ou honte à vous qui avez jeté un mégot, d'accord, c'est pas bien. Mais ça commence par une compréhension un petit peu plus fine. Et Pierre Gilbert, il est absolument clair sur ça. On n'en comprend que ceci par rapport à l'énormité de ce qu'il faudrait comprendre. On ne sait rien sur les milliers d'espèces de champignons qui sont le stockage du carbone dans le sol. Dans le premier mètre de sol, il y a 200 fois la quantité de carbone qu'on injecte dans l'air avec nos petits moteurs. Donc ne pas soigner les sols, que ce soit les sols agricoles ou les sols des forêts, c'est juste une folie totale. Donc il faut commencer par comprendre ça, et ensuite il faut démarrer avec des actions de géomimétisme pour faire reculer ce qui nous semble être une fatalité venue du dehors. Il y a le changement climatique, il vient du dehors. Non, il ne vient pas du dehors, il
il vient en grande partie de notre relation à la planète, aux vivants et au sol et aux animaux. On pourrait parler du rôle des grands prédateurs. Les grands prédateurs, pour certains bergers, c'est un problème. On est d'accord, il y aura toujours, ici ou là, un problème lié à ces grands prédateurs, les ours, les loups, les lynx. Sans ces grands prédateurs, les herbivores font ce qu'ils veulent. C'est la bamboula pour les herbivores. Donc ils mangent trop de végétaux, et c'est vrai dans l'océan aussi. Hein. Ils mangent trop de végétaux et le système racinaire part en bouillie. Et quelque part, il vaut mieux avoir des animaux qui ont un petit peu peur d'un prédateur, qui se déplacent beaucoup et qui ne broutent pas aussi fort. Et c'est ça, c'est tout bête. Une fois qu'on a compris ça, on s'est dit que bien sûr, il faut un aigle royal, il faut un lynx et il faut un ours pour entretenir une certaine dynamique de la nature. Et c'est pour ça que quand on voit quelqu'un qui tue un canard, mais avec beaucoup de respect, avec beaucoup de recul et de compréhension sans doute de liens invisibles, moi ça ne me choque pas. Ça me choque beaucoup plus de savoir qu'on mange tellement de viande, on va dire tous les jours, de viande de mauvaise qualité, sans même réfléchir aux conséquences globales de cette voracité qui de toute façon est extrême. Je ne suis pas tout à fait végétarien, mais c'est pour dire, je commence. Et du coup, donc, effectivement, pour ce changement, moi qui me paraît, parce que du coup, on a beaucoup parlé de changement, peut-être un peu sur soi-même, et moi, ça me paraissait important parce que de voir comment on peut changer, en changeant son rapport à la nature, en fait, on peut peut-être arriver plus facilement à ce changement anthropologique. Là, tu parlais surtout de lecture, par exemple, parce qu'évidemment, la compréhension fait qu'on a des prises de conscience, etc. On sait bien en même temps qu'il y a peut-être le livre dont tu peux nous donner la liste qu'on pourra mettre à la fin dessous la vidéo, etc., de lecture recommandée. En même temps, on en parlait tout à l'heure justement avec Anne en particulier, il y a aussi cette question d'accessibilité, de pouvoir, si on veut avoir un impact, tant soit peu, de pouvoir, et on sait que la lecture d'ouvrages, aussi intéressants qu'ils soient, et un peu scientifiques, ça ne va pas être pour le tout venant. Est-ce que tu aurais d'autres pistes? Je sens que toi, tu as ça en toi, cette espèce de rapport à la nature, peut-être effectivement un peu vraiment ontologiquement, mais en plus on parlait de mots un peu philosophiques et un peu allemands. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais nous donner aussi de ce côté-là, par rapport à des moyens d'accès, cette prise de conscience qui pourrait être le déclenchement d'une révolution intérieure qui pourrait impacter, etc., enfin qui pourrait avoir... Oui, alors ça c'est la question sans doute la plus difficile, puisque Oui. individuellement, évidemment, on est trop faible. Et donc il est clair que quelque part, il faut réussir à développer des mouvements un peu plus collectifs. Mais je pense qu'effectivement, en travaillant ces sujets et en les rendant disponibles à un public plus large, c'est un début. Dans mon livre aussi, j'ai fait attention à ne pas utiliser de la physique de professionnel jusque dans les appendices à la fin. Donc il y a des appendices, mais tout le début se lit presque comme un roman, on va dire, sans nécessité de culture scientifique aguerrie. Donc je crois que le fait de prendre le temps de faire ça, c'est déjà quelque chose d'important. En tout cas pour quelqu'un, pour moi, qui a, on va dire, la culture scientifique, qui suis capable de lire des articles de science sur le sujet du climat, en comprenant les limites aussi. J'ai consacré un chapitre entier à décortiquer on va dire, une de ces publications emblématiques qui en fait hésite devant la conclusion à tirer, alors que de toute évidence, ils sont en train de démontrer ça. Donc là, je vais continuer à faire ça. Il y a un deuxième livre en préparation sur la manière dont même jusqu'aux chercheurs qui sont intimidés par cette espèce de pensée unique, cette espèce de... Je ne vais pas employer le mot de terrorisme, mais vous comprenez, c'est une manière de diriger non seulement de flécher les financements, mais également d'empêcher les gens de sortir un peu de leur petit cadre. Moi, je vais étudier les aérosols soufrés, mais je ne vais pas faire de choses un peu plus complexes sur la globalité du problème climatique. Je vois des chercheurs aussi qui n'en savent pas plus sur le sujet connexe, qui racontent des bêtises sur l'albédo des forêts,
qui ne comprennent pas la dynamique d'ensemble. Et donc, la segmentation, pour moi, de la science, déjà, c'est un gros problème. Et je ne suis pas le seul à dire ça, hein. Philippe Descola aussi, il a démarré une action aussi pour transdisciplinaire, ou ce que fait Olivier Hamon, hein, l'Institut Michel Serres. Ce sont des actions, ou bien CELOS, hein, sur Biogé. Moi, je suis à fond dans ce genre de mouvements qui proviennent de scientifiques, on va dire, et qui consacrent une partie de leur énergie à ne pas faire que de la publication dans leur micro-domaine, parce que c'est comme ça que ça se passe, mais à pousser un petit peu pour des collaborations entre disciplines qui s'ignorent royalement. Et aussi pour que les chercheurs, on va dire, améliorent un peu leur niveau de culture générale dans les domaines connexes. Donc j'ai vu sur Internet, ça a été critiqué en disant « mais lui, il sort de son domaine ». Oui, je sors de mon domaine, c'est vrai. Comme lui, il est sorti de sa capitale et de son opéra. Il faut parfois sortir de son domaine pour faire bouger un petit peu quelque chose. Et je sais que j'ai fait bouger des choses avec tous les retours que j'ai eus. Il y a eu des retours, gens pas contents, mais la plupart des retours que j'ai eus, les gens qui se sont donnés la peine de me contacter, sont très contents et même reconnaissants qu'il y ait des professionnels comme moi qui ont la culture académique et qui auront le courage de soulever un coin du tapis en disant là, il y a quand même des choses qui ne vont pas du tout dans la manière dont on présente le problème. Donc pour moi, ça, on va dire, c'est ma part, puisque je suis chercheur de profession et aussi enseignant. Donc je pense qu'en tant qu'enseignant, j'ai aussi réussi à sensibiliser ces 5-10 dernières années, toutes mes classes, au fait qu'on pouvait calculer soi-même, qu'on pouvait regarder la pertinence de ce que disent nos politiques sur les 1,5 degrés ou les 100 ans qui viennent. Enfin, quelque part, c'est à la portée des gens qui ont un minimum de bagage scientifique de commencer à réfléchir et à critiquer le discours ambiant. Ça, c'est la première chose, disons, du point de vue professionnel. Après, moi, j'ai plus de voiture. C'est aussi un saut à l'époque dans l'inconnu. Je me suis rendu compte que c'était pas facile au début. Après, il faudrait organiser des choses, mais on peut vivre sans voiture. On n'est pas obligé d'entrer dans cette injonction aussi maintenant, tu vas rouler électrique. Je n'ai pas besoin de rouler électrique, je n'ai pas besoin de rouler tout court dans un bunker, comme a dit Olivier, dans lequel on s'isole, et on s'isole 2 fois, avec les écrans à l'intérieur même du bunker. C'est la super isolation. Donc, je suis sur mon vélo par tous les vents. Et quelque part, voilà, ça fait partie aussi de petites choses. C'est pas si petit que ça, hein, je veux dire, par tous les vents, par tous les temps, faire tout en vélo. Je conduis des voitures quand j'en ai besoin, mais je ne voue pas aux gémonies. Mais on n'a pas besoin d'être dans cette surconsommation, en fait, qui est un mode de vie, qui est une manière de vivre, de s'afficher, on va dire, d'afficher presque son dédain pour la machinerie, des choses comme ça. Je pense qu'on peut adopter un style de vie plus philosophique. Je ne suis pas encore sur mon île, hein, comme toi, mais je suis complètement, on va dire, raccord avec cette idée de le prix libre, là, le gobelet avec 1 euro ou 1,5 ou 0. Enfin, je trouve ça sensationnel de proposer des services, on va dire, à prix libre. C'est une grande idée. C'est une idée, j'espère qu'elle fait son chemin. Mais voilà, je pense que chacun de nous peut pas seulement faire des petits gestes. Les petits gestes, ils restent confidentiels. Il y a une poubelle jaune, d'accord. On peut faire des plus grands gestes et en rapport avec soit avec sa vie personnelle ou sa vie professionnelle. Je pense qu'on est tous capables d'impulser quelque chose autour de nous, ou bien de rejoindre un mouvement qui a déjà commencé à impulser, ou il y en a suffisamment. Hein. Je crois qu'on n'est pas impuissant. Le problème est assez big, hein, mais on n'est pas impuissant. En tout cas, moi, je retiens en particulier prendre le vélo pour aller à tous les vents. Ça, pour moi, c'est une piste vraiment fondamentale. C'est que quand, par un choix peut-être philosophique ou autre, on prend le vélo, effectivement, on s'expose à un rapport à la... Manuel Costa parlait de la terre tout à l'heure, au vent, au climat, et du coup, on s'oblige en fait à rentrer en contact charnellement avec la pluie, la neige, le soleil, le vent, l'effort, la sueur. J'arrive mouillé au travail, je peux avoir des chaussures ou pas, ça paraît tout bête, mais pour moi, c'est ce genre de choses toutes bêtes que chacun peut faire et qui nous oblige à nous reconnecter
avec le muscle, la sueur, quelque chose, mais aussi la nature. Donc on va forcément avoir un rapport différent aux nuages, au ciel. On va mieux prévoir, on va commencer à développer une compétence de dire, attends, ils disent qu'il va pleuvoir sur Météo France, mais moi avec maintenant 2 ans que je prends le vélo, là le vent, les nuages sont comme si ça se trouve la pluie va passer à côté ou pas assez forte. Je trouve que ça paraît tout bête, mais pour moi c'est ce genre de choses qui permettent à chacun de sortir de la spirale de l'impuissance pour entrer dans celle de la créativité, de l'adaptabilité, pour reprendre des mots qui ont été utilisés, etc. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, je ne sais pas si on peut déjà commencer à demander des questions au public. Oui, l'histoire du vélo, c'est vrai qu'on s'intéresse un petit peu plus à la météo, fatalement, parce que chaque matin, il y a la possibilité de petites complications. Mais c'est pas grave, effectivement, on regarde les nuages, et d'ailleurs, pour moi, les nuages sont un grand sujet de méditation, parce que en tant que physicien, moi, je peux vous dire, les physiciens ne comprennent pas les nuages. C'est une espèce de très grand mystère. Alors, on a des modélisations qui sont toutes très mauvaises, mais l'objet nuage est quelque chose de gravement mystérieux. Ça vient du fait que c'est un système complexe. Il y a de la physique, il y a de la chimie, il y a des petites particules vivantes, il y a surtout de la turbulence. Dès qu'un système physique est turbulent, c'est terminé au niveau de la modélisation. Et donc, le résultat de cette grande méconnaissance, c'est qu'on a constaté que depuis 20 ans, la couverture nuageuse totale sur Terre a baissé de 1%. C'est énorme. Et ça suffit pour bouleverser énormément d'équilibres radiatifs entre en sortant, que ce soit des UV et des infrarouges, et on ne sait pas d'où ça vient. Alors moi, personnellement, je mets ça sur le compte de la déforestation, parce que un arbre tropical, c'est un geyser d'eau, hein. D'énormes transferts d'eau verticaux, et donc le fait d'avoir rasé 30% de la canopée, ça peut très bien avoir résulté en une baisse de la couverture nuageuse. Et c'est que le début, parce que pour retourner ce phénomène-là, on va avoir un petit peu de mal. Et donc, couverture nuageuse, c'est-à-dire aussi précipitation. On en a ici trop et pas assez là-bas. Donc on a déclenché des instabilités locales par cette espèce de folie consumariste dont on ne comprend pas les conséquences. Enfin, on commence, Pierre Gilbert commence à les comprendre, mais globalement, on ne les a pas intégrées vraiment. Et si ça continue comme ça, on peut prévoir, on va dire, une forme de pire en termes de changement climatique. Quel que soit, on pourrait arrêter aujourd'hui les moteurs thermiques. Si ça provient vraiment de la déforestation, on n'a pas le choix. Il va falloir reforester, mais massivement, pour espérer inverser cette dynamique-là. Et donc, en tant que physicien, en tant que modélisateur aussi, je peux vous dire tout tranquillement, la physique n'a pas compris les nuages. C'est aussi simple que ça. Est-ce que on peut ouvrir? Oui. C'est politique. La physique n'a pas compris les nuages. Est-ce qu'il y a des questions déjà à ce stade-là? On a déjà parlé de pas mal de choses. Est-ce qu'il y aurait des interventions Juste une petite question, parce que vous commencez votre exposé en disant que vous vous opposez au GIEC et au rapport et aux conclusions du GIEC. Et en fait, quand vous parlez de tout le temps, tout au long de votre exposé, vous avez parlé de la responsabilité de l'homme dans le système de réchauffement, etc. De modifier, dérèglement de plein de du climat. Enfin, voilà. Donc, effectivement, vous ne parlez pas de réchauffement. Ça, c'est peut-être la grosse différence. Mais en fait, la responsabilité de l'homme, dans le rapport tous les rapports du GIEC, ils en parlent. Ils parlent de déforestation, ils parlent des océans énormément, ils parlent, etc. Il n'y a pas que le CO2. Donc, vous êtes en fait en accord avec eux, plutôt, je trouve, à vous entendre. Quand le GIEC s'occupe d'autre chose que ce sacré CO2, là, ils sont beaucoup plus pertinents. Et d'ailleurs, il existe il y a maintenant un deuxième panel intergouvernemental dont on entend beaucoup moins parler, qui en est pourtant déjà à sa 15e conférence mondiale, c'est l'IPBEC, donc le panel intergouvernemental pour la biodiversité et les services écosystémiques. Donc ces gens-là sont beaucoup moins biaisés, ils ne sont pas braqués sur l'industrie du pétrole
jusqu'à dire des bêtises. Eux, ils sont en train, effectivement, de faire un travail comme Chimère sur l'impact de la biodiversité sur le climat et sur notre bien-être global. Donc le climat n'est qu'un aspect de tout ce qui se passe. J'ai dit en tout premier, je mets la distance Terre-Soleil et l'activité du Soleil sur la température qu'il fait en moyenne sur le globe. Et en deux, il y a le cycle de l'eau, la biodiversité, la nature des sols, la santé des forêts et des océans. Et après tout ça, le CO2, parce que quand même, l'effet de serre du CO2 existe, mais en se focalisant là-dessus, on se focalise sur le point numéro 6, qui n'est certainement pas le premier sur lequel il faudrait faire porter tous nos efforts. Donc, effectivement, le GIEC, il faut faire attention, il y a 3 working groups. Hein. Le premier fait de la science, les autres font des recommandations sociales et économiques, etc. Celui qui fait de la science, il publie un gros pavé comme ça, que personne ne peut lire. Et suite à ça, il y a un résumé de 40 pages pour les décideurs, qui n'est pas rédigé par eux, qui est rédigé par le Working Group 3. Et donc, les scientifiques là, ils retournent à leurs études, ils ne regardent même pas ce que le petit rapport pour les décideurs il est temps. Ils ont multiplié tous les chiffres par 2, par 3, par 4. À chaque page, on trouve autre chose. Donc, ce n'est pas 1,6 degré, après, ça sera 3, après l'autre, il dit 6, et à la dernière page, on dit que ça sera 9,2 en l'an 2200. En fait, c'est le fonctionnement du bureau du GIEC est pathologique. Ça devrait être une académie des sciences, avec une partie pédagogique pour le public. En fait, c'est une espèce de formation sectaire qui a choisi, déjà dans les années 90, que le but de son travail, c'était de répartir les richesses entre le Nord et le Sud. C'est écrit noir sur blanc dans plusieurs documents. Ils ont falsifié des courbes, je pourrais vous les montrer, dans les rapports de 90 et entre aujourd'hui, c'est plus les mêmes courbes des temps passés. Donc on voit qu'ils adaptent leur discours dans un but qui n'est pas très très clairement défini. Alors oui, il faut arrêter l'essence et les hydrocarbures, je suis archi pour, mais ce n'est pas le souci numéro 1. Et oui, les humains sont grandement responsables de beaucoup de désordres, mais ce n'est pas d'abord le CO2. Le CO2, c'est 400 ppm. En langage technique, c'est 400 parties par million. C'est 0,04%. Il y en a moins que de l'argon dans l'atmosphère. Et il suffit de faire de la physique, hein, un petit peu sérieusement, pour voir à quel point c'est faible en termes de potentiel de réchauffement. C'est assez ridicule, en fait. On n'utilise pas la température comme grandeur. On utilise le forçage climatique en watts par mètre carré. Ça, c'est ce que disent les modèles. Bien, sur le forçage climatique qu'on est capable de mesurer, le CO2, c'est même pas la moitié. Et encore, les chiffres ont tout le temps changé depuis les premières publications sur ça. Donc, je critique juste une méthodologie et une manière d'amener ce sujet vers le grand public et vers les décideurs lorsqu'ils parlent du CO2. Là, il y a une espèce de focus maladif, hein, juste sur cette molécule, alors que c'est loin d'être le seul problème et qu'il y a d'autres actions à mener qui concernent, si on veut, à la marge un peu le CO2. Ouais. Quand on dit que les baleines favorisent la biomasse dans les 400 premiers mètres de la Terre, et donc le coulage du carbone, je parle du carbone, mais je parle du problème numéro 5 dans la hiérarchie des problèmes. En fait. Donc justement, moi ce que je trouve intéressant, c'est que c'est l'impact de l'homme est évident, mais pas forcément là où on le pense, où on veut nous amener à le voir, et que par contre, du coup, dans ce qu'il dit, ça nous oblige à repenser notre rapport à la nature, beaucoup plus qu'un simple rapport au carbone. Parce que maintenant, on a des points carbone, des comptes carbone, compter combien de tonnes de carbone tu vas émettre, après on va se donner des crédits carbone entre nous, comme l'entreprise. Enfin, tu vois, il y a toute une technicité qui paraît être, moi, qui paraissait intuitivement être un espèce de faux appel d'air, une espèce de diversion, une ruse, comme on a dit aussi le vendredi. Et du coup, le discours et le travail, donc le travail à la base, et puis le discours sur le travail qu'il a fait de Daniel, m'ont permis de me dire, mais oui, là, du coup, si on pouvait parler de ça plus, le film, le rapport à la nature que j'ai moi, correspond beaucoup plus à ce qu'il décrit. Moi, ce que je trouve intéressant, pour connaître un petit peu le travail de Daniel, c'est que
l'origine de ta pensée, c'était aussi pour lutter contre l'anxiété climatique de tes élèves. Et quand on demande qu'est-ce qu'on peut faire pour la future, je sais que ton livre est beaucoup animé par cette envie de vraiment se pencher sur les choses et ne pas se dire on est tous foutus, ce qui était un peu je ne vais pas mettre des mots dans ta bouche, mais si j'ai bien compris, c'était aussi ça, une des choses qu'on peut faire, c'est de ne pas être dans cette anxiété et de chercher les bonnes causes, surtout là où on peut avoir de l'impact. Youpi, c'est plutôt des bonnes nouvelles que moi j'entends dans ta recherche. Je veux te donner l'occasion de répondre à ça, mais aussi une des choses qu'on a discuté, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que moi je suis toujours dans ce discours, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est cette idée de comment est-ce qu'on définit la richesse d'un pays, hein, le PIB par rapport à d'autres choses. Et j'aimerais juste, si c'est pertinent, peut-être ça l'est sûrement. demander un peu. Ce que je lui disais justement quand il me posait en informel, en off, pourquoi je l'avais contacté, ma première réponse aussi c'était justement parce que moi ce qui m'avait touché, c'est ce souci humain qu'il avait. Et la première réponse qu'il avait faite à la journaliste, c'était moi en fait, ce qui m'a touché, c'est de l'éco-anxiété. Quand j'ai vu que des étudiants à moi, ça, je suis un peu ému comme tu vois, étaient mal concrètement, là il s'est dit c'est pas possible. Je fais la physique nucléaire, je fais autre chose, mais il faut que je m'y attelle, parce que je vois la souffrance en face de moi. Évidemment, cette éco-anxiété, on la ressent tous, peut-être individuellement, mais surtout autour de nous. Et ce souci-là qu'il a lui, ça m'interpelle beaucoup aussi. Donc c'est voilà. Et d'accord, merci. Oui, ici, dans la page 4, ici, vous avez ici une description du bouquin, un éloge du génie du vivant et un antidote à l'éco-anxiété. Donc, en librairie, quand j'ai vu ça, je me suis jeté dessus, sans même savoir un antidote à l'éco-anxiété. C'est en plein dans chaque fois qu'il cite le livre de quelqu'un d'autre. Et donc, pour le PIB, oui, tout à fait, on entend en fait que ça. L'Occident est accro à deux choses, hein, le mirage technologique et puis l'économisme. Donc, ce sont un petit peu les deux mamelles du monde occidental. Et quelque part, le PIB, c'est bien sûr pertinent comme unité de mesure. Si vous prenez la dette d'un pays, vous la rapportez à sa richesse, et donc il faut comparer des trucs comparables. On ne va pas comparer la dette de la Belgique au PIB du Liechtenstein, c'est ridicule. Mais par contre, de mettre le PIB sur un tel piédestal, on va dire général, de bien-être et de classement des pays. Est-ce que c'est mieux d'avoir un PIB par habitant de 34 000 ou de 22 000 ça, les gens ne se rendent même pas compte de ça. Il y a d'autres indices qui ont été créés par l'UNESCO et d'autres, ou par le Bhoutan, c'est peut-être connu aussi, sur des indices de bien-être et qui intègrent beaucoup d'autres choses, comme le niveau d'éducation, la sécurité, le nombre de gens dans les prisons. Enfin, c'est beaucoup plus important. Là, pour le coup, les Américains, ça dégringole grave. Parce qu'il y a 10 fois plus de gens dans les prisons en proportion que chez nous. Donc, ça donne une image de la violence aussi d'une société par rapport à une autre. Au Danemark, il y en a 10 fois moins qu'en France. Donc c'est pour dire, il est temps qu'on intègre des... Mais je crois que tu connais même des gens qui ont travaillé sur la mise au point de ces indices-là. Ils ne sont simplement pas assez connus. Et quelque part, on ferait bien, ou en tout cas, les gens qui les ont créés ne font pas assez de tam-tam autour de la pertinence de mesurer le bien-être et la sustainability, hein, c'est-à-dire le long terme. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un taux de croissance de 0,9 ? On n'en sait rien. Par contre, si on avait un indice de non-durabilité qui nous dit on va dans le mur à telle date, là, peut-être que les gens écouteraient autrement les économistes si ce genre d'index était produit. Pour avoir un indice qui touche à différents domaines, il faut pouvoir les mettre ensemble. Or, aujourd'hui, on continue de séparer, et c'est pour ça que le PIB, il va prendre le pas, parce qu'on n'a pas l'imaginer de faire autre chose, mais est-ce que c'est des indices qui viennent se succéder, ou est-ce que c'est un indice qui peut nous donner idée de l'ensemble des points qui ont un impact, en fait. Mais on n'est pas encore en capacité de faire ça. Moi, je pense que la transdisciplinarité, elle devrait aussi permettre ça. Oui. Imaginer qu'une autre discipline peut apporter des éléments qui viennent challenger peut-être une autre manière de présenter les choses. Oui, il existe quelques économistes qui prennent en compte effectivement les ressources limitées de la planète. Les grands théorèmes qui datent du XVIIIe siècle en économie partent du principe que les ressources sont illimitées. Article 1, les ressources sont illimitées. Article 2, du coup, je n'ai pas à m'en occuper. Article 3, je peux puiser sans vergogne dans absolument tout. Et quand on entend nos économistes attitrés,
ils font encore toujours référence à ces gens-là, à Adam Smith, même si à leur époque, il y a eu une pertinence. À Ricardo, à ces gens-là, c'est clairement une époque révolue. Olivier parlait d'une époque révolue de plein d'autres façons, mais l'économie aussi standard, l'économie qu'on nous sert tous les jours, a aussi fait son temps. Et il faudrait voir s'il y a des gens qui commencent à avoir un peu dont la voix commence à porter, qui viennent du secteur de l'économie, mais d'une économie, on va dire, consciente qu'il y a autre chose que juste des rouages à faire marcher de plus en plus vite. Comme vous savez, le PIB intègre les catastrophes. Quand il y a un typhon quelque part, ça détruit des trucs, on va reconstruire, on gagne des points de PIB. À la limite, il faudrait générer des catastrophes pour faire rougir le PIB. Donc on voit bien qu'on est dans une espèce de cercle totalement vicieux. Récemment, là, j'ai été à une conférence sur les excès de simplification. Parce qu'en fait, tous les gaz de serre, il y en a beaucoup. On a simplifié, on a fait une assimilation au CO2, entre autres pour le méthane. Or, donc, si on simplifie, ça fait que l'effet du CO2 a un effet pendant plus de 100 ans. Enfin, du méthane, il y a un effet plus de 100 ans. Alors que le méthane, après 30 ans, il n'y en a plus. Alors quand on parle du méthane des ruminants, il vient de la nature. Et donc, il repart en fait en méthane, ça devient du CO2 après, dans l'air, qui est repris par les végétaux. Donc en fait, c'est neutre. C'est juste qu'il y a un stock de méthane, mais qui n'évolue pas à grande échelle, enfin, sur des siècles comme le CO2. Et donc, il y a des erreurs dans les interprétations et sur les objectifs sur ce qui émet du méthane, comme les ruminants. Et même, on a découvert que même tous les scénarios de l'ADEME sont basés sur cette erreur. Donc en fait, il se base sur une simplification abusive. Et donc en fait, quand vous expliquez qu'il y a beaucoup de trucs comme ça qui sont un peu... ouais, là j'ai vu vraiment un truc où... Et ce qui est pire, c'est que aux gens à qui on explique ça, ils ne veulent pas revenir en arrière. La personne donc, qui est un peu leader sur le sujet là actuellement, à l'Assemblée nationale, a eu une réunion avec l'ADEME, il ne voulait pas bouger. Enfin, il ne voulait pas revenir, enfin, admettre quoi que ce soit. Donc, et sur les réseaux, on discute avec des gens, ils ne veulent vraiment pas revenir en arrière, quoi. Ils expliquent je ne sais pas quoi, enfin, avec leurs trucs farfelus. Donc, c'est très bizarre, en fait, le fait que ces gens sont vraiment... Enfin, vous parlez de secteur, c'est comme s'il y avait un truc, quoi. Et l'autre truc, c'est aussi sur l'eau, là. Enfin, moi, j'ai été formé pour être exploitant agricole en 2021 dans la Drôme par des gens qui nous ont fait sur l'absorption de l'eau et justement qui ont commencé à parler du fait que ce qu'on apprend à l'école primaire sur l'eau qui vient de la mer et qui descend sur les montagnes, c'est plus vrai. Enfin, la majeure partie de l'eau viendrait des forêts, enfin de l'évapotranspiration. Et ça, c'est un truc qui est sorti assez récemment, enfin en grand public. Je ne sais pas quand c'est sorti avant, mais donc il y a ce que vous dites aussi, c'est un truc, vous dites un truc qui est beaucoup plus vaste que juste ce sujet-là. Enfin, qu'il y a beaucoup d'autres choses encore, c'est ça aussi. Donc à la fois, il y a des simplifications d'un côté sur les trucs là, et en même temps, on découvre nos trucs qui sont maintenant un peu mainstream. Enfin, l'autoroute de l'eau, l'autoroute de la pluie, c'est un truc mainstream maintenant. Mais vous dites qu'il y a beaucoup plus. Donc en fait, il y a tout un domaine encore à exploiter, quoi. Oui, il y a tout un domaine à reprendre. Il y a une grande différence entre le carbone qu'on brûle du pétrole, c'est du pétrole fossile, donc c'est du carbone qui est du carbone 12 pur. Il y a plus de 13 et plus de 14 dedans, alors que le carbone de la biosphère, c'est un mélange des trois isotopes. Donc on peut très bien savoir d'où vient telle quantité de carbone dans l'atmosphère, et depuis quelques années, on sait que la totalité de toutes nos émissions est recyclée en 6 ans. Par la biosphère. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut étudier massivement le cycle du carbone dans la biosphère, c'est-à-dire les racines, les champignons, les bactéries, les vers de terre, la totalité de la biosphère, et bien sûr dans l'océan, avec le fait qu'une grande partie de ce carbone finit de manière solide, plus ou moins longtemps. Donc ces fameux 100 ans, moi j'y crois pas du tout. En fait, ce qu'on voit, c'est une montée fluctuante, quelque part, de la quantité de CO2 résiduelle dans l'atmosphère, mais elle n'est certainement pas à 100% le résultat de nos moteurs de voiture. Il y a toute une dynamique qui est assez complexe, hein, en fait, sur
sur la manière dont le CO2, le cycle du CO2 qui voyage dans les différents sous-systèmes vivants. Parce que c'est surtout le système vivant qui s'adapte. Et s'adapte en recyclant davantage. Il y a la fameuse loi de Le Châtelier qui s'applique là aussi. Quand on déplace un équilibre dans un sens, le système réagit de telle sorte à minimiser le déséquilibre. Et ça se passe aussi comme ça avec le carbone. Moi, justement, dans un article, j'ai découvert que depuis 1850, l'absorption du CO2 par la nature a doublé. Ça, je n'avais pas compris. Enfin, je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais entendu ça avant. Mais le système s'adapte. Les systèmes ne sont pas simplement, c'est pas juste un stockage, je mets des trucs dans un grenier, il y en a de plus en plus. Ça marche pas du tout comme ça. Il n'y aurait que la moitié des émissions de CO2. Ah, de toute manière, si vous comparez la quantité de ce qui est envoyé et de ce qui est stocké au bout de l'année, il y a un facteur 2, effectivement. Donc on voit bien que la nature travaille à ingérer du CO2, mais il faut lui laisser le temps de le faire. C'est-à-dire il faut laisser les poissons grandir, il faut laisser les forêts grandir, il faut laisser des très grands arbres. C'est seulement quand on aura compris l'impact de tous ces sous-systèmes qu'on aura de nouveau la main sur la quantité de CO2, à supposer que le CO2 est le problème numéro 1, d'accord ? Parce que, je le redis, il n'est certainement pas le problème numéro 1. Mais il faut s'intéresser au cycle de l'eau, et en s'intéressant au cycle de l'eau, on s'intéresse aussi aux grands arbres et aux forêts. Donc, de toute manière, il faut s'intéresser à la grande santé de nos 4 forêts équatoriales et de la taïga de Sibérie. Plus les pratiques agricoles, mais là, peut-être vous en savez plus que moi, mais il y a des choses à dire sur la manière dont en France en particulier, on considère que l'agriculture, ça doit être un secteur d'export. Donc il faut industrialiser. Et donc on donne des primes aux très grandes exploitations, au machinisme, aux intrants, aux pesticides. Ça, c'est un choix qui a été fait, et c'est un choix plutôt malheureux, parce que les agriculteurs, ils disent « bon, je nourris le pays ». Non, c'est pas ça. La Suisse aussi nourrit les Suisses. Nous, on fabrique des produits en quantité démesurée pour les exporter. C'est pas qu'on nourrit le pays, c'est pas vrai. Le soja qu'on fabrique, c'est pas pour nourrir le pays, c'est pour exporter à droite, à gauche, pour entretenir une machine qui, d'ailleurs, pour s'entretenir, réclame beaucoup d'intrants qu'on n'a pas, du pétrole, etc. C'est un cercle vicieux. Mais quand même, on est parti là-dedans, et il n'y a pas grand monde, à part les paysans, l'agriculture paysanne, qui dit oh là, on va un peu dans le mur avec ce modèle-là. Le modèle agricole aussi, il commence à être critiqué dans l'intérieur. Aux dernières élections aux chambres, on voit que le FNSEA perd un peu de sa superbe. Mais c'est en cours, c'est work in progress, hein. C'est pas encore fait. Donc c'est vrai qu'il y a tellement de domaines. Et c'est aussi pour ça que les spécialistes d'un domaine doivent lire des livres comme celui-là qui ratissent très très large dans énormément de domaines que personne ne peut maîtriser à 100%. Moi, je peux vous parler de la radioactivité du carbone 14 pendant des heures, mais ça n'intéresse pas grand monde Mais par contre, ça peut expliquer ce qu'on sait maintenant sur le cycle du carbone couplé au cycle de l'eau. Donc il y a des liens, dans plein de domaines de la physique. C'est cette ouverture, que moi je trouve intéressante. On est impuissant, donc c'est vrai que le film il bouleverse aussi les gens par la quête de sens qu'on peut faire ou pas pour soi et pour les autres. Et là, en l'occurrence, le lien à la nature est quelque chose pour moi de fondamental, qui bien sûr on l'a juste un peu abordé, mais aussi à voir avec du spirituel, évidemment. En tout cas, là, avec l'approche de Daniel, je trouve que, même s'il dit qu'il est plutôt pessimiste par rapport à Olivier, je trouve qu'il nous redonne quand même des moyens de se dire ok, en fait, en changeant de point de vue, en voyant les choses un peu différemment, ça permet de sortir de cette espèce d'implacabilité du CO2 qui grandit pour des raisons qui nous dépassent, qui sont uniquement gouvernementales, ou des plans à des milliards d'euros au niveau de l'Europe ou de la France, sur lesquels on n'a pas de prise. Alors que là, finalement, ce dont il nous parle, c'est plutôt un regard différent porté sur tout, y compris l'eau, la pluie, faire du vélo ou autre chose, etc. Et ça, je trouve ça plutôt... ça aide, quoi. Ça aide à diminuer, et puis à se rendre compte qu'effectivement, ce changement qu'on souhaite tous, qu'on appelle tous de nos voeux, au fond, il passe aussi par ça. C'est que le climat est un sujet éminemment important en ce moment et frictionnant. Pour être heureux, par exemple, mais quelque part, finalement, on se dit, ok, c'est encore un de ces sujets où on peut, nous, s'approprier des choses, on peut avoir un impact, et juste si on reprend les termes de tout à l'heure avec Olivier, donc en prenant le temps de regarder, méditer, en prenant le temps de faire ci, de faire ça, on change aussi ce rapport à la nature qui va impacter ma vie et la vie des autres et la vie des générations à venir. Donc, ça peut paraître très technique dans un premier temps. Je trouve que ça s'intègre complètement
à une vision plus générale qu'on essayait d'avoir dans le film et dans le colloque. Il me semblait que le CO2, ça avait un avantage, c'était que ça permettait de réduire, simplifier, alors c'est sans doute faux, mais ça simplifiait tellement que moi qui ne comprends rien à ces trucs-là, ça y est, je crois avoir compris, et du coup je sais que ma bagnole pollue, que peut-être mon alimentation... Et ça permet, j'ai l'impression, aux citoyens de définir son ennemi et de se dire, si je veux m'engager ou construire des gestes, je sais à peu près quoi faire, quoi. Si ce n'est pas l'ennemi public numéro 1, comme tu dis, alors ce serait quoi la manière dont un citoyen qui n'est pas scientifique peut commencer à re-questionner son modèle, quoi. Je dirais, c'est notre mentalité occidentale qui est dans le couple productivisme-consumérisme. Parce que même si on peut chacun considérer qu'on n'est pas pire que le voisin, etc., on est quand même on est modelé intérieurement par ces forces, et donc la fameuse, ce dont parlait Olivier, avec la performance. Et donc il en faut plus, il faut faire croître le PIB, etc. Donc ça commence là en fait. Donc les voitures thermiques, c'est pas que le CO2, hein. C'est aussi 400 000 morts en Europe de surmortalité par an à cause des particules fines. Donc, et ce n'est pas des morts dans 100 ans, à cause du niveau des mers, c'est vraiment des choses aujourd'hui. Donc les moteurs thermiques sont quelque part à bannir le plus vite possible, mais pas que à cause du CO2, également à cause des particules fines, à cause des NOx, etc., à cause de l'industrie du pétrole. L'industrie du pétrole, c'est un chaos géopolitique généralisé. Ce qui se passe en Israël, on ne voit que ce qu'on veut bien nous montrer. Au large d'Israël, ils ont découvert des gisements phénoménaux de gaz. Ben évidemment, ça va friter là pendant des décennies encore, jusqu'à ce que cette richesse-là soit extraite par la Turquie, ou par la Syrie, ou par Israël, ou par les voisins qui se disputent, l'Égypte. On n'est pas sorti de l'auberge avec la géopolitique du pétrole. Là, en Alberta, on dévaste des forêts, on a déjà défriché et brûlé l'équivalent de l'Angleterre, je crois, en surface. Donc là-bas, c'est la double peine, hein. On brûle des forêts pour extraire des sables bitumineux et faire du pétrole. Enfin, on va dire, on voit bien cette espèce de cercle vicieux au niveau tout ce qui tourne autour de la civilisation du pétrole. Donc, si tu as envie de vendre ta voiture thermique, tu peux même vendre ta voiture électrique aussi. Je l'ai déjà vendu. Oui, voilà. Mais pas pour ce petit CO2. Le CO2, très bien, mais quelque part. Ou si tu as, qu'est-ce que tu as mentionné encore, manger moins de viande. Mais ça, c'est alors pour les forêts d'Amazonie. Ça reste vrai. Mais c'est juste qu'il y a beaucoup d'autres actions à entreprendre, on va dire, aussi urgemment, et peut-être même plus urgemment. Ça reste quand même vrai. Mais ça veut dire que ça nous oblige, du coup, même le climat, c'est nous. Il faut nous regarder, en fait. Il faut regarder nos comportements, il faut regarder notre humanité, il faut regarder notre coopération ou pas. C'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir son approche. Ça paraît un domaine plus ponctuel, mais au fond, ça nous ramène à l'homme. Donc ça nous ramène à nouveau on est tellement ennuyé par le climat en ce moment, regardons-nous, prenons le temps de nous regarder. On revient aux thématiques développées dans cette introduction précédente. Et c'est ça qui me paraissait vraiment ce que je présentais aussi en filigrane dans tes interventions, et auquel on arrive un petit peu là. Et ça me paraît être un élément important à transmettre aux gens qui vont regarder cette vidéo, puisque je crois qu'on a tous besoin de ce genre de regard différent, d'ouverture, de dire « Ah, c'est plus complexe que ce qu'on m'a dit », mais il y a aussi d'autres solutions, et qui sont plus à ma portée. C'est un peu tout ça qu'on arrive du coup à toucher du doigt avec ça. Je ne sais pas si on a... J'ai beaucoup apprécié ton discours qui est d'une grande intégrité, je trouve, et beaucoup d'humilité de chercheurs. C'est à ça qu'on reconnaît les vrais scientifiques. Et voilà, moi donc avec la première partie avec Olivier Hamon et puis ton regard posé et ton courage, effectivement, comme disait Jean-Daniel, de s'ouvrir à d'autres champs que la physique des particules pour regarder avec tes yeux de chercheur comment ça se passe dans les travaux du GIEC. Je veux faire juste ce commentaire qu'en effet, la troisième partie du GIEC, comment ça s'appelle, le troisième groupe de travail, est quand même extrêmement mis en cause parce qu'il est composé d'une part de scientifiques qui sont quand même pas mal pilotés par
la recherche pétrolifère et même et l'ingénierie et la géo-ingénierie, et aussi par les économistes qui n'ont comme vecteur, comme alpha et oméga, que la croissance pour sortir de l'affaire, et tout ça nous met dans des graves situations. Et donc, enfin, je ne veux pas commenter, mais je préférerais juste rester sur tes paroles qui sont d'une grande intégrité dont je te remercie. Il y a un livre qui va sortir, ou qui est sorti, Les dissidents du climat, de Guy Barbet. C'est quelqu'un qui vient du monde de l'industrie et qui a étudié les malversations du GIEC sur les 40 dernières années. Donc les dissidents du climat, il cite mon livre aussi, mais il cite des auteurs, il en cite une cinquantaine des auteurs francophones, mais pas seulement, des gens qui ont un background de scientifiques et qui disent qu'il faudrait un petit peu se calmer avec la manière de présenter les choses opérées par le GIEC. Donc je suis loin d'être le seul, à la limite, j'ai pas besoin d'être trop conforté parce que j'ai un peu étudié le sujet, mais quand même ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul. Il ne faut pas non plus rejoindre les complotistes. Ah non, on n'est pas dans les complotistes. On est des scientifiques et des gens raisonnables. Si vous voulez bien, on va clore donc les 3 jours de colloque. Bon, merci à vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.